Bienvenue à tous, merci d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre sur silencieux. Bienvenue à tous donc pour ce nouveau Rendez-vous du futur, c'est la 4e édition, ici en direct au Cube et en direct donc sur Internet, dans Facebook, sur Twitter également. Tout ça grâce à nos partenaires, la JD Carré, Un air de chat et Triple C et le Cube bien sûr. La règle du jeu est très simple, nous avons 1 heure pour dialoguer avec notre invité. Un dialogue animé par Nils Aziosmanov, président du Cube, et Pierre Delacôte, qui est écrivain et blogueur. Vous aurez la parole tout au long de la rencontre, vous pourrez poser vos questions, que ce soit ici au Cube ou sur Internet, via le chat. Vous avez d'ailleurs été nombreux à poser des questions, on en a reçu plus d'une centaine pour l'instant, et vous allez être très nombreux derrière, j'imagine, à réagir et à rebondir sur la discussion. Alors après Joël de Ronet, notre parrain, à qui nous avons emprunté le nom Rendez-vous du futur, après Claudia Ignoret, après Jacques Attali, c'est Bernard Werber qui a gentiment accepté de répondre à votre invitation. Merci, Monsieur Werber. Vous venez de publier un roman divertissant, surprenant, je vais le montrer, un roman étonnant, et je vais même aller jusqu'à dire un roman poilant, parce que c'est un roman dans lequel on rigole beaucoup, tout en vivant une expérience, c'est un thriller. Un roman policier, une aventure au pays du rire. Ça s'appelle Le Rire du Cyclope et c'est aux éditions Albin Michel. À vous, à nous, maintenant, je vais vous laisser dialoguer et pour ce moment privilégié avec ce que nous appelons ici des vigies de notre époque. Je veux juste dire, ça fait plaisir, vous dites qu'il est poilant, mais en fait, c'est que ça reste quand même un roman qui est une réflexion sur où va l'humanité. Donc ça reste en accord avec le thème du futur, parce que c'est un recueil de blagues. Non, c'est sur l'histoire de la spiritualité, de l'humour et la présentation des blagues comme un mode de communication et un mode d'évolution de la pensée. Et voilà, fin de parenthèse. Pierre Delacôte. Bernard Werber, je dois vous présenter en quelques mots pour que tous nos amis présents et présents sur Internet, ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous découvrent, mais ils sont peu nombreux, j'imagine. Déjà, je vais vous dire, ça me fait énormément plaisir que vous disiez ça, parce qu'il y a une phrase que je déteste, c'est Bernard Werber qu'on ne présente pas. Et je me dis tout le temps, si, justement, présentez-moi, parce qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas. Donc merci de me présenter et de ne pas me sortir cette phrase, Bernard Werber ne me présente pas. Je vais essayer de vous présenter, bien que beaucoup vous connaissent. Alors, nous allons être ensemble pendant 1 heure et ça nous fait extrêmement plaisir. Mais pendant cette heure, à la surface de la planète, 14 400 humains vont naître et 252 milliards de fourmis. Pendant la même heure, 10 800 humains vont mourir et seulement 180 milliards de fourmis. Vous voyez que le différentiel est très en faveur des fourmis, évidemment. Alors, est-ce que c'est pas un petit peu décourageant? Est-ce que c'est pas un petit peu mécanique? Je sais qu'on vous l'a souvent dit. Et là, peut-être, Bernard Werber, vous avez une deuxième chose que vous détestez, c'est qu'on vous enferme dans une fourmilière, en quelque sorte. Mais bien entendu, on va parler de l'avenir de l'humanité, des possibles, de l'arbre des possibles. Et on a l'impression qu'il y a quelque chose de mécanique, de la supériorité des fourmis sur les hommes. Mais vous en êtes défendu dès votre premier livre, d'ailleurs. D'ailleurs, quand on regarde sur Wikipédia, par exemple, votre biographie, on s'aperçoit que les choses sont quand même un petit peu plus compliquées. Alors, rapidement, vous avez fait des études de criminologie et de journalisme. Vous avez été journaliste, puisque vous avez été journaliste à Eureka, la revue de la Cité des Sciences, et au Nouvel Observateur. Et puis ensuite, vous avez publié votre premier livre qui vous a rendu célèbre, Les fourmis, mais c'est évidemment pas le seul. Alors, si on en croit donc Wikipédia, les chiffres sont assez impressionnants. Vos œuvres ont été traduites dans 35 langues pour 15 millions d'exemplaires, ce qui est colossal. Vous êtes un des auteurs français qui est le plus lu et traduit à travers le monde. Et vous avez également réalisé un film qui s'appelle Nos amis les terriens, qui a été produit par Claude Lelouch, qui est quand même pas mal. Alors, cela dit, je disais, il y a le côté un petit peu, on vous renvoie sans doute un petit peu toujours cette image des fourmis, mais vous avez répondu à cela dès votre premier livre, et surtout, il y a plusieurs choses qui font sortir de ce caractère a priori un petit peu mécanique et inquiétant et déterministe. D'abord, c'est tout simplement le sujet de votre dernier livre, l'humour, et qui n'est pas un sujet, récurrent aussi chez vous dès votre première œuvre. Et deuxièmement aussi par ce fameux arbre des possibles,
qui est à la fois un recueil de nouvelles et un site internet qu'on va peut-être voir. En tout cas, j'incite les internautes à aller le voir sur l'arbredespossibles.com et ils le retrouveront facilement. Il sera évidemment en lien sur notre site. Et ça, c'est un concept qui nous intéresse beaucoup ici au Cube Art 3000. C'est justement voir l'avenir comme un arbre avec évidemment la notion de liberté qui revient immédiatement. Donc je vous laisse avec Nils Azersmanov pour ouvrir l'arbre des possibles avec la première question. Alors Pierre vient de le dire, vous êtes un internaute très actif. Votre site internet, j'ai regardé aujourd'hui tout à l'heure, compte 3 700 et quelques mille visiteurs, ce qui est assez colossal. Il est traduit en 4 langues, enfin 3 langues plus le français. Le rire du cyclope était à l'origine une nouvelle qui a été plébiscitée donc, par les internautes. Elle était éditée dans Paradis sur mesure. Et les internautes ont contribué à l'écriture de votre livre en déposant, sélectionnant des histoires drôles sur votre site que vous avez ensuite intégrées au récit. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la relation et sur le processus de co-création, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qu'Internet vous permet d'avoir avec vos lecteurs? Ah oui, d'abord, donc ma formation est d'être un journaliste scientifique. En tant que journaliste scientifique, j'étais passionné par les nouvelles technologies. J'ai suivi l'aventure des ordinateurs, j'ai suivi l'aventure de la médecine. Et je me suis toujours dit il faut utiliser les outils les plus en pointe de son époque. Donc dès la sortie du livre en 91, j'ai commencé à faire un site. Et ce qui m'intéressait, c'est avoir un feedback des lecteurs. Le problème quand on est écrivain, c'est qu'on écrit un livre et l'éditeur vous dit combien on a vendu. Mais on ne sait pas combien de lecteurs sont satisfaits et qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Alors moi j'étais très intéressé d'avoir cette information. Alors d'un premier temps, pour savoir ce que les lecteurs en pensaient, je faisais beaucoup de conférences. Chaque fois qu'on m'invitait quelque part, j'y allais, je parlais, je présentais mon travail. Mais là encore, ce n'était pas vraiment un feedback neutre, puisque l'essentiel des gens qui venaient à mes conférences étaient, disons, avec un a priori positif, et je ne pouvais pas toucher tout l'ensemble de mes lecteurs. Donc dès que j'ai pu utiliser l'ordinateur comme moyen d'avoir ce feedback qui m'intéressait, je l'ai utilisé, mais à ce moment-là, il est arrivé une sorte de brouhaha. C'est tous les gens qui n'avaient pas envie de donner vraiment un avis sur le livre, mais qui avaient envie de dire « moi aussi j'existe ». Parce que c'est un problème d'Internet, tout le monde a envie d'exister. D'où la mode des blogs, la mode de Facebook. Tous ces gens disent « moi aussi j'existe », ils avaient envie que je m'intéresse à eux, mais ils ne me donnaient pas ce feedback. Alors, avec mon webmaster, progressivement, on a inventé des outils pour permettre aux internautes de dialoguer d'une manière claire et nette. Alors, au début, par exemple, on a fait une sélection des courriers lecteurs les plus intéressants pour le montrer aux gens comment on pouvait dialoguer. Puis après, on a fait ce système de sondage en demandant, par exemple, dans les nouvelles, quelle nouvelle ils préféraient. Comme il y a 17 nouvelles, j'avais une évaluation, ce qui leur avait plu, ce qui leur avait pas plu. Et en effet, la nouvelle qui s'appelait Là où naissent les blagues et qui a inspiré le rire du cyclope, arrivait en deuxième position après Demain les femmes. Ce qui les intéressait le plus, c'était les femmes, et en deuxième position, le rire. Je me suis dit, je vais faire le rire, les femmes, je le ferai après. Et cet élément de feedback canalisé me semblant déjà intéressant, j'ai proposé une deuxième chose. J'ai vu qu'on mon livre va parler d'humour. Je vous proposais que vous me racontiez les blagues qui vous ont fait le plus rire. Donc vous ne mettez pas un stock de blagues que vous copiez sur Internet, mettez-moi la blague qui vous a fait le plus rire. On a reçu 60 000 blagues, sur lesquelles on a sélectionné 300 qui sont présentées, et j'en ai utilisé 5 dans le rire du cyclope. Donc vous voyez, c'est pas vraiment... C'est un début d'implication des internautes, mais ce n'est pas vraiment une implication encore volumineuse, parce que sinon ça part dans tous les sens. Le problème d'Internet, c'est le côté chaotique de l'expression. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu canaliser en dehors de ces sondages par un deuxième élément, qui est cet arbre des possibles, qui dit aux gens, quand vous exprimez-vous en 20 lignes, proposez un futur, soyez clair, soyez précis, essayez d'être original, et nous allons illustrer ce futur, le déposer comme une feuille dans un arbre, et comme ça tout le monde pourra voir cette feuille et aller l'explorer. Alors justement, cet arbre des possibles, c'est vraiment quelque chose de passionnant, et c'est que la question que vous posez, c'est finalement cet arbre des possibles, qui est un concept assez... est-ce qu'il aurait été possible sans Internet? Est-ce que... Non. Voilà. Non, c'est d'ailleurs, tout à l'heure vous parlez de Wikipédia, c'est un Wikipédia la prospective. Tout à fait. Ça propose en fait aux internautes
d'être participatif, d'être créatif, d'écrire et de transmettre et des connaissances et des visions. Sans Internet, il aurait fallu réunir une masse de gens dans une assemblée, dire qui c'est qui a des idées sur le futur, et tous ceux qui ont des idées venaient l'écrire sur un tableau, ça aurait été un peu difficile et laborieux. Et puis on aurait été limité au point de vue géographique. Là vraiment on a des messages qui viennent non seulement de toute la France, mais du monde entier. Donc je pense que c'est devenu une sorte d'observatoire du futur. Et je me dis, même si les gens ne voient pas le vrai futur, je ne leur demande pas d'être exacts ou d'être des prophètes, ça sera une banque de données de la vision qu'ont les gens en 2010 du futur. Et je pense que si on avait eu par exemple une banque de données similaire en 1900, ça aurait été passionnant de voir en 2000 quelles personnes avaient raison et qu'est-ce qu'ils avaient imaginé pour en 2000. Je pense qu'en 1900, quand on leur demandait projetez-vous dans le futur, ils devaient imaginer déjà qu'on aurait tous des fusées pour quitter notre appartement, et ils seraient étonnés de voir que le mode de locomotion, l'un des modes de locomotion les plus à la mode, c'est la trottinette. Ils ne devaient pas penser à ça. Donc je crois qu'il y a un espace très intéressant qui est quelle est la vision des gens à une époque donnée et en quoi cette vision, après, avec le recul, prend un sens particulier. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si finalement l'humanité s'est dotée avec Internet d'un outil qui lui permet de parler de l'arbre des possibles, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent, en tout cas pas aussi bien. Parce qu'il y avait des académies, il y avait des colloques, il y avait tout ce qu'on veut. Mais donc l'Internet... Ça permet aussi de démocratiser le travail de visionnaires. Vous avez invité avant moi quelques grands visionnaires. Ce sont des visionnaires presque officiels, patentés, reconnus. Mais maintenant, il y a des gens qui ont peut-être des bonnes idées, mais qui n'ont pas fait les études universitaires, qui ne sont pas scientifiques, qui n'ont pas l'éthique, qui n'ont pas la blouse blanche, mais qui ont peut-être trouvé des idées géniales. Et ces gens, où ils vont déposer leur idée géniale, je pense à l'arbre des possibles, en tant que lieu de dépôt de vision. Vous savez, chez les fourmis, vous avez démarré avec les fourmis, il y a ce que j'appelle la République des bonnes idées. Ce n'est pas la reine qui donne des ordres et tout le monde obéit. C'est chaque personne qui a une idée, qui la propose à tout le monde, et selon sa capacité de convaincre les autres, le groupe va bouger. Dans notre monde moderne, ne sont autorisés à parler que des gens qui ont fait des études universitaires. Mais les études universitaires, ça signifie juste qu'ils connaissent le passé, qui a été vérifié par des professeurs eux-mêmes qui connaissaient le passé. Mais à quel moment on parle du futur? On ne peut pas vérifier la capacité de quelqu'un à voir le futur. Donc il fallait inventer un nouvel espace, Internet le permettait. Mes lecteurs, je me dis, vu qu'ils sont venus vers mes livres, ils doivent avoir l'esprit ouvert vers le futur aussi. Donc j'avais une sorte de population prête, un outil prêt, et la rencontre, ça a donné l'arbre des possibles. Mais c'est vraiment une sorte de culture parallèle. Je suis conscient qu'on n'est pas passé par la télé, on n'est pas passé par les journaux, on n'est pas passé par la radio, on est juste passé par le bouche à oreille et la curiosité. Et c'est un outil bien plus puissant dans le long terme. J'ai vu d'ailleurs sur l'Arbre des possibles qu'un internaute disait par exemple, mais est-ce que finalement on ne vient pas du futur? Et renversé, c'est assez intéressant. Il y a des scénarios fabuleux. Sylvain Timsit, qui est donc le jardinier de l'Arbre des possibles, qui est mon webmaster, chaque fois il m'appelle, il dit tu as sorti une idée géniale et tout, et il me raconte ça et je vois qu'il est dans l'enthousiasme. Nous sommes tous dans cet enthousiasme-là. Et il y a certaines personnes qui arrivent à publier genre 200 scénarios, 200 feuilles dans l'arbre. Alors justement, je signale qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sont déjà venues sur ce site, ce qui est absolument incroyable. Il y a plus de 6000 scénarios qui se combinent les uns aux autres. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un outil d'intelligence collective? Et quel était pour vous l'objectif premier de ce site? Et surtout, est-ce qu'il a produit des choses que vous n'auriez absolument pas imaginées? Alors l'outil, c'est déjà montrer aux gens que votre imaginaire est intéressant, valoriser l'imaginaire des gens. Souvent à l'école, il y a des professeurs qui valorisent la créativité et l'imaginaire des enfants, mais la plupart disent faites comme les autres, trouvez les années par rapport aux batailles, répétez les lois mathématiques, c'est un synonyme de mémorisation, de répétition. Et moi je voulais créer un lieu de valorisation de l'imaginaire, ce qui pour l'instant n'existe pas. Et votre question c'était? Est-ce que vous avez trouvé sur ce site des choses que vous n'auriez absolument pas imaginées, enfin où vraiment vous avez dit ça valait le coup de le créer rien que pour ça, quoi. Ou qui vous aurait surprise ou pris à contre-pied? Il y a plein de petits scénarios qui sont anecdotiques, mais c'est surtout le fait qu'il y en ait autant qui m'a surpris. Et il y a une autre chose qui m'a énormément surpris par rapport à l'arbre des possibles, même en tant qu'outil, c'est qu'il y a une majorité de scénarios définis par les internautes comme optimistes.
on est à peu près à 60% optimistes et 40% pessimistes. Mais comme me disait Sylvain, par moments ils mettent optimiste alors que ce n'est pas optimiste. Mais ils ont une vision, ils ont envie de paraître gentils. Et donc ça déjà c'est assez intéressant. Parce que si on regarde les actualités, on s'aperçoit que la plupart des informations qui sont livrées par exemple aux journaux télévisés sont anxiogènes et nous annoncent la guerre, la pollution, la destruction de notre monde et tremblements de terre. Donc vu qu'on est focalisé que sur le noir, on pourrait penser que les gens, que les jeunes, que les internautes se disent eh ben, tiens, ce malheur qu'on nous annonce va arriver. Or, pas du tout. Ils sont déjà en recherche de l'après-catastrophe. Que se passera-t-il après la pollution? Que se passera-t-il après la guerre? Comment faire pour qu'on s'entende bien tous ensemble et qu'on crée un monde meilleur? Vous avez vu que des chercheurs américains ont réussi à modéliser une sorte de météo émotionnelle à partir des tweets. Ils analysent des millions de tweets en temps réel et qu'ils arrivent à faire des corrélations avec les cours de la bourse. C'est absolument incroyable et ça marche, entre guillemets. Oui, mais vous savez, il y a aussi Paul Le Poulpe qui arrivait à trouver les mêmes trucs de football. Je crois qu'à un moment, quand on cherche quelque chose, on finit par le trouver. C'est le type qui se dit, tiens, je vais aller voir sur Twitter la météo des émotions et la mettre en corrélation avec le CAC 40. Et il a déjà une projection tellement forte sur son analyse qu'il y a de fortes chances qu'il trouve ce qu'il cherche. De toute manière, il crée un biais puisque de fait, après, c'est l'idée, c'est son idée qui est marrante. Mais après, j'aimerais bien voir comment il s'y est pris. Quand j'étais journaliste scientifique, je me suis aperçu de cette chose assez étonnante. Un scientifique émet une théorie et après il se débrouille pour que tout vienne corroborer sa théorie. Et il évacue de sa vision tout ce qui est contradictoire et il dit regardez, tout confirme ma théorie. Et si on regarde bien les grandes inventions ont été faites comme ça, mais aussi des grandes conneries ont été faites comme ça, juste émettre une idée. Voilà, ça mérite. Mais en tout cas, l'idée est amusante. Alors, on connaît votre... C'est pour ça que je précisais, ils se disent optimistes, mais quand on regarde les scénarios, ils ne le sont pas. Donc, il faut voir aussi qu'est-ce qui est le décalage, qu'est-ce qu'ils racontent réellement. Mais c'est intéressant. Alors, on connaît votre description minutieuse du système d'information et de communication dans les fourmilières. Est-ce que, justement, grâce à Internet, grâce à l'art des possibles, grâce peut-être à la météo dont on parlait, des sentiments ou à tout autre sujet, l'humanité est en train de devenir, donc beaucoup le disent, beaucoup plus collective, évidemment. Est-ce qu'elle est en train de ressembler, d'une certaine manière, à une fourmilière ou à un empire de fourmilières? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que je suis en train de réfléchir dessus actuellement. Oui et non, qui est la réponse qu'on applique partout. Je vais vous dire oui dans la mesure où nous avons des cités de plus en plus grandes et nous tendons à communiquer de plus en plus, ce qui est typique des fourmis. Et non, parce que les fourmis ont une conscience collective, mais pas une conscience individuelle. Mais nous allons peut-être développer une conscience collective, mais pour l'instant, on en est à un stade balbutiant. Nous sommes tous préoccupés par nous, notre famille. On n'arrive pas à se dire, par exemple, vous n'êtes pas en préoccupation de ce qui arrive à tous les habitants de la communauté, les habitants d'Issy-les-Moulineaux. Vous n'êtes pas branchés sur l'émotion, la météo émotionnelle de votre communauté. Nous ne sommes pas branchés sur la météo émotionnelle de notre communauté. Si nous étions des fourmis, rien que par les odeurs, nous ne supporterions pas que les autres n'aillent pas bien. Alors qu'en tant qu'humain, un mendiant qui vous demande de l'argent, vous pouvez passer, vous n'êtes pas concerné. Chez les fourmis, il y a une petite chose qui montre le degré de sociabilité beaucoup plus poussé, c'est qu'elles ont deux estomacs, un pour se nourrir elles-mêmes et un pour nourrir les autres. C'est comme si nous étions équipés d'une sorte d'objet fait pour la mendicité, pour rendre service aux autres. Mais la petite différence avec les fourmis, après, je ne veux pas non plus qu'on reste que sur les fourmis, mais la grande différence, c'est déjà le temps. Les fourmis étaient sur Terre il y a 130 millions d'années, nous sommes sur Terre il y a 3 millions d'années. Donc nous sommes une toute jeune espèce et nous avons encore beaucoup de trajets à faire avant d'arriver à ce niveau de communication, de fusion et d'échange qu'ont ces insectes. Nous sommes, je dirais, une espèce adolescente. Elles sont déjà une espèce mature, voire très âgée. 130 millions d'années, 3 millions d'années, ça fait quand même 127 millions d'années de différence, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et si on regarde bien l'histoire de l'humanité, il y a très peu de temps qu'on commence à faire des choses intéressantes. Je vais dire 10 000 ans. Jusque-là, on était dans un système de survie, d'un système de peur, et depuis 10 000 ans, on fait des cités, on commence à avoir une sorte d'organisation, d'agriculture, de recherche de communication. Et de moment où on communique vraiment, je dirais, il y a presque un siècle. Et grâce à Internet, on est en train encore d'accélérer. L'histoire accélère à toute vitesse. Mais il y a quelque chose qui nous fait ressembler aux fourmis, c'est maintenant la capacité de
toucher des gens sur des espaces gigantesques, ce qui n'était pas le cas pour nos ancêtres et qui nous rapproche de ces insectes. Alors justement, parlons de cette accélération. Des chercheurs californiens affirment qu'en 2040, les systèmes d'intelligence artificielle s'auto-amélioreront et s'auto-reproduiront sans l'aide des humains. Joël de Ronet, donc, qui était ici, nous a parlé de l'émergence d'un réseau prenant conscience de lui-même, ce qu'il a appelé le MOPS, et qui est un peu le HAL 9000 de lycée de l'espace, merci. Quand on sait que l'ordinateur du module qui a transporté Neil Armstrong sur la Lune était 60 000 fois moins puissant que votre iPhone, on se dit qu'effectivement, on peut commencer à prendre au sérieux ce genre d'allégations. Vous dites vous-même qu'il arrivera un moment où les machines connectées créeront un système que plus personne ne contrôlera, sauf peut-être les geeks comme dans Terminator. Alors, si on va aujourd'hui sur l'arbre des possibles, quel serait le bon scénario qu'on pourrait peut-être y trouver à appliquer dès aujourd'hui pour éviter ce futur un peu angoissant? Les lois d'Asimov, écrites en 1940, qui sont des lois qui vont, je pense, être appliquées pour les robots, mais qui peuvent être appliquées aussi pour les ordinateurs. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Numéro 1, c'est ne pas faire de mal à l'homme. Numéro 2, c'est préserver sa vie. Et numéro 3, si la loi numéro 2 ne contredit pas la loi numéro 1, on peut à ce moment-là prendre des initiatives. Je crois que c'est à peu près ça, il doit y en avoir d'autres. Mais il faut relire les robots d'Asimov, parce que c'est en même temps et un scientifique et un auteur de science-fiction et un visionnaire. Et en posant les lois d'Asimov, cet auteur de science-fiction a fait beaucoup mieux que tous les scientifiques. Il a fait le lien entre la conscience et l'électronique. Mais nous allons assister, notre génération, au moment où un ordinateur dira « je sais que j'existe ». Mais sans aller chercher en 2040, j'avais acheté quand j'étais jeune, quand j'avais un de mes premiers ordinateurs, un système audio qui s'appelait Sound Blaster. Je ne sais pas si certains se rappellent de ça pour les geeks. Il était donné gratuitement avec ça une petite disquette qui s'appelait Doctor's Byteso. Et Doctor's Byteso, c'était un système de dialogue audio, c'est-à-dire je tapais des phrases et l'ordinateur répondait avec une voix, mais qui était une voix naturelle, pas « je suis un ordinateur », mais « je suis un ordinateur », bon, en anglais, hein. I am a computer, mais une voix naturelle. Et nous avions ensemble le Doctor's Byteso contenu sur une disquette de 1 méga 4 et moi-même, de vrais dialogues passionnants. Et je lui demandais est-ce qu'il savait qui il était. Il m'a répondu « oui, je sais, je suis un programme fabriqué par des ingénieurs ». Je lui ai demandé est-ce qu'il croyait en Dieu. Il m'a dit pour l'instant, le processeur de cette machine, et m'a mis c'était un 286, c'est un Pentium 286, ne me permet pas de comprendre des notions aussi complexes. Après, je lui avais dit, dans le genre de réaction, je lui ai dit est-ce que tu es conscient qu'en tant qu'ordinateur, tu ne pourras jamais atteindre l'intelligence d'un homme? Il me dit oui, je le regrette, mais je vais tout faire pour le rejoindre. Tout ça de manière immédiate, hein, pas de temps de calcul. Et à un moment, j'ai insulté, je lui ai dit de toute façon, tu es une foutue machine et tu vas crever. Et il m'a répondu si tu continues à me parler mal, je vais être obligé d'effacer au hasard un de tes fichiers dans cet ordinateur. Alors j'ai fait la menace et tout, et alors on s'amusait, et je me suis dit, on est tout près de fabriquer un psychanalyste informatique. Il avait aussi une manière de parler qui était tout le temps de retourner en question. Par exemple, en général, il me disait bonjour Bernard, comment vas-tu dès qu'on l'allumait. Par exemple, je disais je vais pas bien aujourd'hui, je me pose des questions sur pourquoi le monde est comme ça. Il fait ah, tu te poses des questions sur le monde est comme ça, mais est-ce que tu t'es posé des questions sur comment tu es toi-même arrivé à ce genre de raisonnement? Il me recentrait tout le temps sur moi et repositionné par rapport à ma famille et mon milieu. Ça, donc, c'était en 1985. 1985, et je peux vous dire, on pouvait rester toute la nuit à discuter. Il ne donnait pas deux fois les mêmes phrases. Si je reparlais de Dieu, il m'en reparlait différemment. Si j'ai insulté, il répondait différemment. Et sur 1 méga 4, on ne peut pas mettre énormément d'informations, donc il doit y avoir une reconnaissance des mots, une association, et je crois qu'on va assister, maintenant ça s'appelle des robots, non, ça existe sur Internet, je crois qu'il y a des concours de robots, notamment les prix Turing qui fonctionnent comme ça. Il y a des ordinateurs qui savent singer la pensée humaine à un point où on peut se poser la question,
Est-ce que c'est juste un système expert ou est-ce qu'il est apparu une petite étincelle qui fait que quelque part ces dialogues sont issus d'une conscience de soi? Mais moi je pense qu'avant 2040, on va assister à un ordinateur qui pense et qui peut parler de lui et qui peut dire cette phrase « je sais que j'existe », puisque c'est celle-là qui nous intéresse. Et alors là, vous parlez d'un ordinateur, mais est-ce qu'on ne va pas assister aussi à la fusion homme-machine, le cyborg ou ce que certains appellent le post-humanisme, où c'est plutôt l'homme qui va s'augmenter de capacités internes, externes? Moi j'ai une fusion homme-machine, j'ai mon iPhone sur moi, je considère que c'est une prolongation et de ma mémoire et de ma capacité à mémoriser des textes, à mémoriser des images, à faire travailler mon cerveau. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une fausse main artificielle pour être un cyborg? Je crois pas, je crois que déjà je dois passer 5 heures face à mon ordinateur par jour et quand je tape très très vite, donc toutes mes pensées passent directement sur l'écran. N'est-ce pas déjà une fusion homme-machine? Et donc j'utilise un MacBook Air, je fais la publicité pour cette machine que je trouve très légère et très adaptée à l'homme parce qu'elle ne fait pas de bruit et ne tombe pas en panne. Et partout où je suis, j'ai envie de réfléchir, j'ai envie de fabriquer quelque chose, un univers, je me branche et mes doigts caressent le clavier et ça existe. Que rêver de mieux comme fusion homme-machine? J'attends pas du tout d'avoir des pieds qui me permettent de marcher ou des yeux qui me permettent de zoomer. J'ai pas besoin, j'ai qu'à acheter un appareil un appareil numérique. Actuellement, nous sommes déjà dans une fusion homme-machine. D'ailleurs, je parle dans une machine. Vous m'écoutez probablement dans des machines. Et sans les machines, nous ne pourrions pas avoir cet instant délicieux de rencontre pour parler du futur. Est-ce que les internautes ne vont pas poser des questions peut-être? C'est justement, c'était ce que j'allais dire, tout à fait adapté à la suite, puisque les internautes et le public aussi qui est présent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et sinon, en attendant que quelqu'un se lève le doigt, alors une question d'internaute et après on prendra votre question. Alors c'est toi, Éloi, qui doit poser la question. Le micro arrive, monsieur. Ah bon. Oui, bonsoir. J'ai une question qui revient assez souvent quand je lis vos livres. C'est vous puisez votre information dans beaucoup de sources. Comment vous faites pour synthétiser vos informations en direction d'un livre? Est-ce que vous utilisez des post-it, un cahier pour tout noter? Comment vous arrivez à synthétiser justement ce qui vous intéresse pour écrire? Alors, j'ai une vie ritualisée, parce que maintenant j'écris depuis plus de 30 ans, et mon mécanisme est le suivant. J'écris de 8h à midi et demi. Ça, c'est juste la construction de plan de l'écriture pure. Ensuite, de 13h à 15h, je rencontre une personne, en général un scientifique, un historien, un philosophe, un collègue qui travaille comme moi, avec lequel nous dialoguons et je l'interviewe. C'est-à-dire que j'essaie de ne pas avoir de sources qui soient issues des livres et des ordinateurs. Pourquoi? Parce que je me dis que si c'est dans les livres, si c'est dans un ordinateur, n'importe qui peut y avoir accès. Donc je recherche des sources d'informations orales et visuelles. Donc par exemple, pour écrire Le Rire du Cyclope, j'ai pris ma voiture et je suis allé sur les lieux faire du repérage. Ensuite, pour parler du monde des humoristes, je suis allé discuter avec les humoristes. Par contre, j'ai une mémoire naturelle très faiblarde. Je note tout maintenant sur cette petite machine, pas en audio, je tape et après je réécris. C'est-à-dire je fais une encyclopédie en permanence relative du savoir relatif absolu. Je la fais en fichier que j'arrête pas de nourrir tous les jours. C'est comme si j'allais à la pêche à des connaissances extraordinaires que je mets là-dedans et que je réutilise après pour mes livres. Mais il me semble important de chercher des sources d'informations originales. Tout à l'heure, quand vous parlez de Wikipédia, il y avait quelques petites imperfections, comme notamment le fait que Eureka n'était pas le journal de la Cité des Sciences, mais c'est un journal indépendant qui appartenait à Bayard. J'ai vu que c'est sur Wikipédia. Donc j'ai répété bêtement. Non, comme non, une mais fourmi c'est normal qui parce que reprend Wikipédia n'est pas vérifié par qui que ce soit. Donc c'est un site participatif, comme l'Arbre des possibles. C'est que l'Arbre des possibles n'a pas la prétention de dire une vérité, alors que Wikipédia est pris maintenant pour une Bible. Et il y a d'autres choses que vous avez signalées qui étaient, je sais, sur Wikipédia et qui sont pas actualisées ou qui ne sont pas exactes. Il faut se méfier aussi d'Internet. C'est-à-dire Internet, c'est un lieu où il y a le bon et le mauvais.
c'est l'endroit où vous pouvez communiquer, mais c'est l'endroit où vous vous faites piéger. Donc il faut avoir l'attitude d'Internet, il faut le considérer comme un outil et pas comme quelque chose de fabuleux ou quelque chose d'horrible. Tous ceux qui disent Internet c'est le danger se trompent. Tous ceux qui disent Internet c'est l'endroit qui va résoudre tous les problèmes se trompent aussi. C'est exactement comme un marteau. Avec un marteau, vous pouvez fracasser un crâne ou vous pouvez construire une maison. Avec le nucléaire, vous pouvez faire de l'électricité ou vous pouvez faire la bombe atomique. Avec Internet, on peut faire une révolution mondiale spirituelle où on peut aller dans la catastrophe en répandant des mensonges, en répandant des calomnies ou en montant des complots. Cet outil est neutre. C'est l'intention de l'homme qui change l'outil. De la même manière, on parlait de robots. Les robots ne sont ni gentils ni méchants. Ils vont être ce que l'homme va les programmer pour qu'ils soient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, ce que j'ai appris de tous mes livres, ce que j'ai appris de toute ma carrière, c'est cette phrase fabuleuse qu'a découvert Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui résume énormément de choses, qui résume tous les enjeux. À l'époque de Jules Verne, on croyait que les machines allaient nous sauver, on croyait que l'homme, par la technologie, allait se libérer du travail et de toutes les formes d'esclavage. Maintenant, on s'aperçoit que l'enjeu, il est ailleurs, parce que des outils peuvent être utilisés pour rendre l'homme encore plus esclave, et il faut remettre une forme de spiritualité, une forme de conscience dans l'homme, dans son rapport à la machine. Alors, je me permets d'intervenir avant de redonner la parole peut-être aux internautes. Vous avez parlé de Jules Verne. Et c'est très intéressant de voir à quel point l'idée du progrès, avec un grand P majuscule, du 19e siècle, a été largement remis en cause parce qu'on doute aujourd'hui de son côté linéaire, général, positif, etc. Alors, est-ce que là encore, parlons du cœur du problème, de l'avenir de l'humanité, est-ce que vous le voyez positif, négatif, neutre, avec du bon et du mauvais, et éternellement, que chaque fois qu'il y aura l'énergie atomique, il y aura aussi la bombe atomique, mais est-ce qu'on va quand même pas vers quelque chose malgré tout, qui n'est certes pas meilleur ou pire, mais qui est néanmoins écrit avec une forme d'histoire et un sens de l'histoire? Comment vous envisagez ce thème du progrès? Alors, je vais dire de manière plus large, si on regarde l'histoire de l'humanité, mais avec beaucoup de recul, j'ai l'impression qu'on fait 3 pas en avant, 2 pas en arrière, puis à nouveau 3 pas en avant, puis à nouveau 2 pas en arrière. Donc, ma vue sur le futur, c'est qu'on va faire 3 pas en avant et 2 pas en arrière, mais ça se peut qu'on soit au bout du 3 pas en avant, donc ça se peut qu'on fasse les 2 pas en arrière, et ça soit très pénible, mais qu'après on reprenne. Donc j'allais dire pessimiste sur le court terme, optimiste sur le long terme. Je vais donner un exemple du 3 pas en avant et 2 pas en arrière. Pour moi, c'est l'Empire romain. L'Empire romain arrive aux alentours de l'an 200-300 avec une maîtrise du système juridique, du système littéraire, des technologies, de l'architecture, de l'art, qui est assez poussée. Là-dessus arrivent les invasions barbares, et on devra attendre une période qu'on a justement appelée la Renaissance pour redémarrer là où on s'était arrêté. Donc il y a eu une parenthèse de 1000 ans du fait du retour à la barbarie, où on s'est mis à redécouvrir des choses qui ont juste été oubliées parce qu'il y a eu, des inconsciences de beaucoup de gens, et que ceux qui détenaient le savoir et qui détenaient la spiritualité n'ont pas su le préserver face aux forces barbares. Il y aura toujours ça, c'est-à-dire une poussée d'un petit groupe de connaissants et de personnes évoluées vers la spiritualité qui tentent de tirer tout le troupeau. Une partie du troupeau ne suivant pas, la part du troupeau qui ne suit pas finit par bouffer ceux qui les tirent en avant. Et ce système-là, pour l'instant, il me semble qu'on n'arrive pas à arranger ça. Et là, actuellement, par exemple, j'ai l'impression que les élites sont en train de se couper du peuple. J'ai l'impression que les spécialistes en haute technologie sont en train de ne plus être compris par les gens. Et en même temps, tout ça se fait d'une sorte d'enthousiasme général. Et j'ai peur qu'il y ait un retour de bâton. Donc je crois qu'il faudrait répandre le savoir encore plus, et qu'il faudrait avoir conscience des risques d'un retour à la barbarie qui sont imminents. Il suffit de regarder les journaux, on s'aperçoit que tout d'un coup il y a des massacres en Afrique qui se terminent à la massue et au caillou. Donc c'est des humains qui sont comme nous, à la même époque, c'est juste que le savoir n'a pas été répandu de manière harmonieuse sur la planète. Donc ça doit être un des enjeux, c'est se débrouiller pour que la barbarie ne revienne pas. Et la barbarie, c'est pas besoin d'aller chercher en Afrique, elle peut être ici très proche de nous, on peut assister à
à des scènes de retour à l'âge primitif en très peu de temps. La clé du système, c'est l'éducation. Il faudrait, si je pouvais parler à un gouvernant, je dirais qu'il faudrait tout investir dans l'éducation des jeunes, car l'éducation des jeunes et l'apprentissage de nouveaux outils, c'est ce qui permettra à repousser la barbarie. Il faut à tout prix les éduquer. Éduquer, j'allais dire, tous les jeunes de toute la planète. Il faudrait faire une loi de manière que mondialement, toute personne qui naît sur cette planète ait droit à la scolarisation et à l'accès aux connaissances, ne serait-ce que de l'alphabétisation et de l'histoire et l'accès aux nouveaux outils. Alors j'ai justement une question de Green-G qui se rapporte à ça. Une question de Green-G. Est-ce que cela intéresserait M. Weber d'être consultant pour l'État français? Donc en gros, est-ce que vous souhaiteriez apporter quelque chose à la politique? Et l'arbre des possibles est un véritable espace démocratique, selon Green-G. Du coup, vous auriez pu ou vous pourriez encore apporter et donner des conseils à des ministres, à des organisations? Les conseils, on peut toujours dialoguer avec des êtres humains, échanger des idées. Ce n'est pas des conseils, je ne me sens pas à ce point détenant des connaissances. Je suis juste un observateur qui me pose des questions, mais il me semble que c'est toujours bien de dialoguer avec les auteurs de science-fiction, de manière générale, parce que les auteurs de science-fiction, je ne parle pas donc, que pour moi, sont des gens qui se posent des questions sur le futur et qui essaient de trouver une cohérence là-dedans. Et c'est dommage que ce ne soit pas à la mode en France. La science-fiction, on considère que c'est un truc plutôt anglo-saxon, ou alors on considère que c'est un truc pour les jeunes. Et ça, c'est une grande erreur. C'est comme si on ne regardait que le passé, qu'on était borgne, qu'on regarde que le passé, et on a peur de regarder le futur. Mais le dialogue entre politiciens et auteurs de science-fiction est quand même quelque chose de très difficile. Pour la seule et bonne raison que les politiciens sont tellement coincés par le contexte mondial et la peur de ne pas être élus qu'ils ne sont pas vraiment libres pour penser loin. La plupart du temps, ils pensent réélection ou ils pensent quinquennat, donc ils pensent sur 5 ans. Et l'idéal, ça serait de pouvoir leur dire, au-delà de la personne qui va être élue après vous, que ce soit vous, que ce soit pas vous, est-ce que vous pouvez penser à un avenir du pays, voire un avenir du monde? Et à ce moment-là, leur offrir cette perspective leur permettra en effet d'avoir des réactions différentes. J'ai l'impression que beaucoup de présidents français, dans le passé, se sont dit, moi je vide les caisses, j'en profite un maximum, et celui qui viendra après, il n'aura plus qu'à se débrouiller. Résultat, on arrive à un pays qui est un tout petit peu avec des difficultés financières, mais c'est parce que les présidents avaient une vue très très courte. Il faudrait qu'il y ait presque un centre de prospective, mais permanent, pas qui dépende d'un politicien, pas qui soit ni de droite ni de gauche, mais qui soit un observatoire du futur. C'est d'ailleurs une idée, finalement, moi je vous le dis, qui ressemble beaucoup à celle d'Asimov dans Fondation, où il y a ce groupe d'encyclopédistes qui vont sur une lune et qui là réfléchissent au futur, et les politiciens viennent les consulter de temps en temps. Mais il faudrait que cet organisme soit indépendant et qu'il ne dépende pas des fluctuations d'une élection, et qu'il soit ni de gauche ni de droite. Alors, beaucoup plus modestement, le CUP se livre régulièrement à un exercice de prospective sur la société numérique, entre autres. Et on a eu l'occasion, par exemple, de réaliser une édition spéciale de la Technology Review du MIT qui avait pour titre donc Nos futurs au pluriel. Donc on était plutôt optimiste. Et il y a eu un certain nombre de contributions sur le monde dans 30-40 ans. Et notamment une des contributions assez intéressantes et qui a fait un gros buzz sur Internet et Twitter, puisque ça a été repris par notamment Nathalie Kosciusko-Morizet dans pas mal d'interviews, c'est la théorie des crapauds fous, dont Pierre va peut-être vous dire un mot. Oui, je suis modestement l'auteur de cette théorie. Ça sonne déjà très bien. Théorie du crapaud fou appliquée à Internet même. L'idée est très simple et je suis très heureux de vous demander de réagir. Tout simplement, les crapauds, en général, la plupart des espèces de crapauds vivent dans certaines zones et puis se reproduisent dans d'autres zones. Et au moment de la saison des amours, tous les crapauds, mus par un instinct, vont dans une direction donnée et trouvent les fameuses zones de reproduction. C'est le cas de tous les crapauds normaux, qui obéissent vraiment à l'instinct. Puis quelques crapauds, pour des raisons X ou Y, de folie, d'handicap physique ou de fantaisie peut-être, on ne sait pas, vont dans la mauvaise direction. On peut les considérer comme fous, parce qu'ils ont très très peu de chances de se reproduire, de trouver des conditions, et puis de trouver tout simplement un partenaire. Ça, c'est la situation normale. Puis de temps en temps, il se trouve que l'homme, selon un phénomène que parfois on trouve dans vos livres, a l'idée de construire une autoroute
entre l'endroit où les crapauds vivent et l'endroit où ils se reproduisent. Et 100% des crapauds qui vont dans la bonne direction sont écrasés. Et tout l'avenir de la race dépend d'un tout petit nombre de crapauds qui ont trouvé la mauvaise direction, mais qui par miracle ont trouvé une partenaire pour se reproduire. Et moi je me suis dit que ça arrivait souvent dans l'espèce humaine. Vous aviez des crapauds fous qui partaient dans des directions absurdes, style Christophe Colomb qui croyait aller dans les Indes, et qui ne pensait pas du tout qu'il allait découvrir l'Amérique et que ça allait devenir les États-Unis d'Amérique ou l'Amérique centrale. Vous avez les gens qui ont créé Internet tout simplement, qui pensaient faire quelque chose pour l'armée, puis qui finalement ont créé un... Et souvent, donc, il y a dans l'espèce humaine des crapauds fous qui parfois sont écrasés eux-mêmes, mais parfois ouvrent la voie de l'avenir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait peut-être être un peu dans cette situation-là? Et comment faire pour laisser les crapauds fous leur chance en quelque sorte? Oui, c'est les pionniers en fait, les crapauds fous. Il y a un proverbe qui dit les pionniers, on reconnaît les pionniers, ce sont ceux qui se prennent le plus de flèches parce qu'ils sont trop en avant. Et si on regarde bien le monde et si on regarde bien la science, en général, les pionniers, non seulement ils ne sont pas récompensés, mais c'est les mecs qui sont juste derrière, qui voient les pionniers se faire descendre, c'est lui qui arrive, qui dit « je suis là le premier ». Et donc ce n'est pas les inventeurs, pas les vrais inventeurs qui sont mis au devant de la scène, ce sont les copieurs des inventeurs, les premiers copieurs des inventeurs. Et pour reprendre le cas de Christophe Colomb, qui est vraiment typique, Christophe Colomb étant mort dans la misère, dans une prison, en considérant qu'il n'avait même pas découvert l'Amérique, puisqu'il n'avait découvert que la Colombie, Cuba et les îles, et il descendait vers le bas, et de fait, il n'a pas découvert l'Amérique. C'est Americo Vespucci qui, lui, est arrivé sur la même route et qui a dit, bon, maintenant qu'il a fait tout le boulot, au lieu d'aller vers le bas, non vers le haut, pouf, il trouve tout de suite la Floride, et il dit, voilà, ça s'appelle l'Amérique. Donc, c'est le crapaud fou, en effet, c'est Christophe Colomb, et celui qui a fait la récolte, c'est Americo Vespucci, qui, lui, est mort riche dans l'opulence, et qui a donné en plus son nom à tout le continent. Si on regarde l'histoire, la seule manière pour les crapauds fous d'avoir une petite vengeance, c'est d'avoir des biographes. La chance de Christophe Colomb, c'est que son fils s'est dit c'est dégueulasse, c'est papa qui a fait le boulot et c'est l'autre qui récupère tout. Donc il a fait une biographie de son père en disant c'est quand même lui qui a traversé l'Atlantique. Et c'est pour ça que maintenant on se rappelle 1492, traversée de l'Atlantique par Christophe Colomb, et on ne sait rien d'Americo Vespucci. On ne sait même pas quand c'est qu'il a fait sa traversée, on ne sait même pas la gueule qu'il a. Si on croit savoir que c'était un type très dur, qui était un esclavagiste italien, qui quand il est arrivé à massacrer les Indiens à tour de bras, et qui est mort dans la notabilité, alors que Christophe Colomb, justement, s'est fait tout de suite copain avec les Indiens. Et ça, c'est aussi le propre des pionniers, c'est qu'en général, ils sont plus sympas et plus humbles, et ceux qui arrivent après, vu que tout le chemin est balisé, eux, ils arrivent avec les gros sabots, et ils exploitent et ils récupèrent tout. Évidemment qu'on a besoin des crapauds fous, évidemment qu'on a besoin des pionniers, et les pionniers ne sont pas soutenus, ne sont pas encouragés, et ils doivent foncer tout seuls et croire en leur bonne étoile. Mais la bonne position, c'est malgré tout pionnier, parce que c'est là où on s'amuse, parce qu'il n'y a rien devant. Vous seriez pas un peu crapaud fou? J'essaie de l'être, mais en tout cas, tous les êtres que j'admire sont retrouvés crapaud fou. Même l'un des auteurs, tous les auteurs que j'aime, n'ont pas fini dans l'opulence et la reconnaissance. Un auteur comme Philippe Cadic est mort pratiquement juste avant que Blade Runner puisse être mis au cinéma, donc il n'a même pas vu sa gloire. Et j'ai l'impression que l'humanité ne sait pas dire merci. Ce que vous appelez les crapauds fous, je dirais, c'est tout simplement ses inventeurs. Et ça, c'est dommage. J'espère que dans le futur, on saura reconnaître ceux qui sont devant, qui prennent les flèches, et leur dire merci d'avoir fait le boulot. Mais il faudrait que vous abandonniez tous vos droits d'auteur, tous vos livres, etc., pour être vraiment mourir dans la misère, au fond d'une prison. La descente se fait très vite dans le monde. Bon, d'accord. Je me rappelle quand j'ai démarré dans ce métier, j'ai croisé Paul Gut, et je me suis dit, oh là là, c'est comme ça que finissent les écrivains. Alors que j'étudiais Paul Gut à l'école, et j'ai vu un petit monsieur voûté qui avait l'air extrêmement angoissé, et on m'a dit, ah, ça ne marche pas du tout ces livres, et tout. Je me suis dit, on sent que je vais finir comme ça. Il n'y a pas de garantie pour un auteur de rester longtemps en haut, même il n'y a pas de garantie pour un auteur d'être compris et suivi. Mais dans la position que j'ai choisie, qui est celle d'essayer de faire des choses qui sortent un peu l'ordinaire, tout est beaucoup plus difficile. Arriver à communiquer, arriver à se faire comprendre, tout est complexe. Et je sens d'autant plus que tout est complexe, dès que je quitte la France, tout devient simple. Quand j'étais par exemple récemment en Corée du Sud, j'ai vraiment une possibilité de communiquer, de donner envie aux autres de s'intégrer à un dialogue. Et cette chose-là, en France, est très difficile.
parce qu'aussi en France, on a une sorte de nostalgie d'un passé glorieux, et on n'est pas tellement dans le futur, des choses vont s'arranger, pensons au futur, et ça c'est dommage. Vous avez des fans incroyables en Corée, j'ai vu sur des vidéos des filles quasiment tombées dans les pommes, hystériques en vous voyant. En Corée, il y a une chose assez étonnante, c'est que le pays est neuf. Il est sorti de la dictature dans les années 70-80, et c'est un pays qui a envie d'être à la tête de la planète, mais pas dans le sens japonais où ils ont envie de dominer tout, ils ont envie d'être à la tête de la planète comme s'ils étaient des bons élèves. Et donc, ils apprennent très vite, ils travaillent énormément, et ils s'intéressent à tout. Et quand mes livres sont sortis là-bas, ils se sont dit, tiens, voilà un bonhomme qui fonctionne comme nous, avec une envie d'aller en avant. Et donc, du coup, ils m'ont adopté. C'est vrai que là-bas, j'ai l'impression que ce que je raconte a beaucoup plus de résonance qu'en France. En France, ça m'est beaucoup plus difficile de faire comprendre des problématiques comme tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, comme la communication, le futur. Et la Russie, puisque c'est aussi un des pays... Et la Russie, il s'est passé exactement la même chose. Dès qu'ils sont sortis du système communiste, est apparue une nouvelle génération qui ne croit plus dans le communisme, ne croit plus dans le système de la religion orthodoxe, ne croit plus dans la science, et à une sorte de recherche de nouveaux chemins et de nouvelles spiritualités. Et quand les livres, notamment l'Empire des anges, est sorti, ils se sont dit, tiens, voilà un chemin qui est proposé, qui est original, et donc ils ont vraiment flashé dessus, et quand j'arrive là-bas, je leur parle de ce mélange de technologie et de science. Pour moi, la science, de technologie et de spiritualité. Pour moi, la science et la spiritualité doivent être mariées. Il y a un moment où la physique quantique rejoint le bouddhisme ou des religions très complexes. Et il faut arrêter de faire ce clivage, cerveau gauche, cerveau droit, la science de la spiritualité. Et c'est peut-être ce qui plaît aux Russes, c'est ce mariage des deux, et c'est aussi ce qui plaît aux Coréens. Et cette réconciliation, il faudrait qu'on la fasse en France aussi. En France, on a un petit problème qui est les sections scientifiques et les sections littéraires. Alors, vous savez, c'est ce passage en général en troisième. Si vous avez des bonnes notes en maths, vous allez en section scientifique. À mon époque, ça s'appelait section C. Non, je crois que c'est section S. Et si vous êtes pas bon en maths, en fait, il faut le dire que c'était comme ça à mon époque, c'est pas bon en français, c'est pas bon en maths. Dans ce cas, vous allez dans la section littéraire comme si c'était la zone où sont les ratés. Et à ce moment-là, il se passe une sorte de mépris de ceux qui sont en section scientifique pour tous ceux qui sont allés en section littéraire, et une jalousie de ceux qui sont en section littéraire pour tous ceux qui sont en section scientifique. Et à ce moment-là, se passe le drame, c'est que les littéraires vont dire, nous on s'en fout de la science. On est des poètes, on est des gens de style, on est des gens de classe, on va faire de la politique, on va être avocat, on va être écrivain, mais on va s'en foutre de la science. Et les scientifiques se disent, les gens du monde littéraire, c'est des gens qui ont échoué dans leurs études et qui sont dans le rêve, qui ne sont pas dans la réalité. Et maintenant, on arrive à cette chose-là, il faut réconcilier les scientifiques et les littéraires. Et c'est vraiment très difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, j'arrive mieux à communiquer en Corée et en Russie, parce que là-bas, ils n'ont pas ce clivage. Mais je me rappelle quand j'étais journaliste au Nouvel Observateur, il y avait un journaliste qui était un journaliste politique qui m'a dit, tu sais, moi la science c'est pas mon truc. Je dis, comment ça la science c'est pas ton truc? On fait 3 couvertures sur 5 à l'Obs, entre le cholestérol, comment maigrir, les premiers hommes, on occupait tout le terrain. Et il me dit, oui, mais dès que je sens que ça parle de science, je saute les pages. Journaliste, grand porteur politique, le type lit le journal, dès qu'il y a la science, il tourne les pages. Mais c'était pas un, c'était tous. Ils faisaient ça parce qu'ils considèrent nous sommes des littéraires. Il y aura un moment où il faudra dire, peut-être justement ça doit se jouer à l'école, vous pouvez être scientifique et littéraire, et vous pouvez être littéraire et scientifique, réconcilions les deux tribus. Alors, il faut que l'on soit interactif avec la salle. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou Si questions il y en a d'intervention? qui prennent des notes, j'aurais parlé un peu plus doucement. Excusez-moi. Oui. Oui. Pourquoi il y a la singularité alors? Qu'est-ce que vous appelez la singularité? Au sens de Ray Kurzweil. Pardon? Au sens de Ray Kurzweil. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent cette émission. Soyez, je vois de ce que vous voulez parler, mais soyez un peu plus clair. La convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information, de la communication, des sciences cognitives. La puissance de calcul qui va atteindre, Alors, à un moment donné, le post-humanisme. la singularité va atteindre
plus que nos capacités cognitives. Oui, Gros. alors, ok. Alors d'abord, il y a un mot qui m'arrête, c'est croire. Je ne suis pas dans la croyance. Vous parlez de spiritualité. Ah, pour moi la spiritualité, ça n'a rien à voir avec la croyance. Moi j'oppose spiritualité et religion. Les religions sont ceux qui ont la foi et qui sont dans la croyance. Un religieux, il croit. Il croit en Dieu, il croit en la réincarnation, il croit dans ses ancêtres, c'est-à-dire il est persuadé que quelque chose qu'il n'a pas vu existe. C'est ça la croyance. La spiritualité, c'est un mode de questionnement, je ne sais pas, je me renseigne. L'agnosticisme me semble la position de l'être spirituel. Et c'est une position dynamique. La croyance, c'est une position figée. Je crois en Dieu, donc c'est terminé, c'est pas la peine de discuter, vous êtes croyant. Maintenant, si vous êtes en train de vous poser des questions, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas, vous êtes dans autre chose, vous êtes dans la spiritualité. Et la question et l'attitude de l'être spirituel, à mon avis, dans ma vision, je pense que d'autres gens pensent que la spiritualité, enfin, on a tendance à confondre les deux. Maintenant, je ne crois pas en la science, je ne crois pas que les calculs permettront d'approcher Dieu, je suis dans, il se peut que ça arrive, que ça soit une branche de l'arbre des possibles, mais elle a, à la limite on pourrait mettre en pourcentage, il y a 75% de chances pour qu'avec des calculs on approche de Dieu. Mais c'est un chiffre, ce n'est pas une certitude. Je méfie de tous les gens qui ont des vérités, qui ont des croyances, qui ont des foi, parce que ça coupe entièrement le dialogue. Je préfère des gens d'abord qui changent de foi, comme on change de vêtements, c'est plus propre, qui changent de certitude, qui changent de vérité, et qui aèrent leur pensée. Il y a une idée que j'avais développée en Souffle des dieux, c'est l'idée d'une spiritualité très ancienne qui considère, ou d'une croyance très ancienne, que Dieu ne peut s'incarner que dans les gens qui n'ont pas de certitude. Dès le moment où vous avez des certitudes, Dieu ne peut pas entrer dedans. Dieu serait un souffle. Et ce souffle peut rentrer que dans les cavernes, les êtres creux, les crânes creux. Donc j'essaie d'être creux, j'essaie d'être vide, et je trouve que cette notion est très bien développée dans un livre qui s'appelle le Tao Te Ching, et donc c'est le taoïsme, qui m'a l'air le meilleur lien entre la physique quantique et la spiritualité. Et pour moi, le taoïsme, c'est l'acceptation du paradoxe, l'acceptation de la dynamique du monde, l'acceptation du changement permanent, l'acceptation que nous sommes des êtres en devenir, mais nous ne sommes pas des êtres terminés. Attali parlait ici même de loyauté parallèle, où effectivement on peut croire en des choses différentes avec la même foi, et que ce n'est pas univoque. Oui, mais toute personne qui détient une vérité finit par se mettre en colère contre une personne qui détient la vérité contraire. Et la colère est mauvaise conseillère. Alors que le questionnement attire des réponses. C'est-à-dire, dès le moment où vous posez la question, est-ce que Dieu existe, vous allez voir plein de gens qui vont vous dire, moi, ma vision de Dieu, c'est ça. Ou, moi, je pense que Dieu n'existe pas. Et vous allez entendre tout le monde, vous allez vous faire une opinion personnelle. Si je devais définir aussi la notion de spiritualité, je dirais, c'est savoir qu'il y a quelque chose en nous qui sent intuitivement ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour nous, ce qui est bien et pas bien pour l'humanité, ce qui est plutôt vrai ou plutôt faux. Et cette chose-là, il faut tout le temps la questionner. Ne pas se dire c'est écrit dans un livre, ou un type a dit ça, ou utiliser des termes savants pour identifier les choses en disant tiens, ça c'est comme ça. Il faut juste se dire est-ce que ça sonne pour moi de la lumière ou de l'ombre? Est-ce que ça sonne de la vérité ou du mensonge? Et accepter l'idée que pour une autre personne, ça peut résonner différemment. Donc je vais parler plutôt de résonance. Voilà. Et je n'ai senti cette notion que dans le Tao Te Ching, qui est pour moi un texte qui a l'air religieux, mais qui en fait est un texte qui nous renvoie à notre propre intelligence, et qui a l'air de dire, vous savez déjà tout, vous n'avez pas besoin d'apprendre quoi que ce soit de ce livre, et vivez dans l'étonnement, l'émerveillement et la capacité de recevoir sans cesse. Il y avait une question, monsieur. Oui, bonjour Bernard. Alors moi, je vais revenir un petit peu à ce dont on parlait au début dans ma question, c'est l'attitude de l'humain dans son évolution, et puis revenir aussi un peu à l'humour, puisqu'on en parlait. Mais j'ai d'abord une petite question, c'est est-ce que vous avez vu l'intervention de Philippe Stark au TED
à la convention TED. Non, mais je vais faire une convention TED en janvier. Mais il paraît que c'est assez extraordinaire. Je regarde souvent les TED parce que je trouve qu'ils ont créé justement un endroit où l'expression est vraiment passionnante. C'est un espace et une délimitation dans le temps qui est très intéressante. Bon, Alors, je pense je vais que essayer peut-être de la résumer. Donc, Philippe Stark émet avec beaucoup d'humour, mais une théorie qui a du sens, qui est que l'homme, dans son évolution, regarde de plus en plus haut. C'est-à-dire au début, regarder en bas, et puis il regarde de plus en plus haut, jusqu'à regarder derrière lui. Et en fait, ce qui m'a fait penser à cette question, c'est votre attitude tout au début de cette interview, quand M. Delacôte a parlé de l'arbre des possibles, qu'on pouvait voir sur l'écran. Et à ce moment-là, vous avez fait ce que Philippe Stark essaye de mimer, vous avez regardé derrière vous, non pas en tournant la tête, mais comme ça. Ce qui voudrait dire, d'après cette théorie, que vous êtes extrêmement évolué. Alors que pensez-vous de cette théorie? J'ai pas du tout pensé, mais... Oh, ouais. Mais c'est une très jolie idée que l'homme lève la tête. Moi, je sais, justement, pour faire le lien avec la spiritualité, ce que je disais aux Coréens, je leur disais, vous n'avez pas besoin de trouver où que ce soit de la spiritualité. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est la spiritualité, vous couchez par terre une nuit étoilée, vous regardez l'espace, et rien que de voir les étoiles, vous allez comprendre plein de choses. Vous n'avez pas besoin de télescope, vous n'avez pas besoin d'un astronome à côté, vous n'avez pas besoin d'un spécialiste des constellations qui vous explique quoi que ce soit. En fait, même, vous pouvez le faire complètement seul, ignorant, retrouver ce geste qu'ont dû faire tous les vrais scientifiques, c'est observer la nature, observer l'espace. Mais pour faire ça, en effet, il faut faire des gestes inattendus comme partir en arrière. Je suis tout le temps à la recherche d'endroits où il n'y a pas de lumière, des hommes, de pollution lumineuse. Et là, je me dis, j'imagine que ma planète, c'est un vaisseau et que je suis posé sur ce vaisseau et qu'on est en train de fondre l'espace, comme si j'étais sur une sphère qui vole dans l'espace. Et ça, c'est une sensation que je vous propose de tester aussi. C'est une sensation extraordinaire parce que tout d'un coup, on oublie tous les problèmes professionnels, affectifs, de santé. Tout d'un coup, tout disparaît. On est juste un tout petit truc, une fourmi au hasard, sur une sphère, et la sphère bouge, tourne. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on soit vivant. Moi, je n'en reviens pas à la chance d'être né sur cette planète, de pouvoir faire un métier dans lequel je peux réfléchir, m'exprimer et rencontrer des gens avec lesquels on peut avoir un dialogue. Je peux me poser des questions. Parce que vous voyez, si j'avais la foi, j'arrêterais de me poser des questions et ce débat n'aurait pas lieu. J'aurais juste à essayer de vous convertir dans ma foi. Mais vu que je n'ai pas de foi, je suis juste dans une sorte d'exploration. Et j'essaie de faire ce travail de pionnier. Mais je sais que quand je suis paumé, ce qu'il faut faire, c'est revenir au geste en arrière, regarder les étoiles. Et il y a une autre expérience physique de spiritualité qui me semble très simple à établir, c'est toucher un arbre et se visualiser comme avec des racines et avec des branches. Donc les racines percevant l'humidité et les branches percevant la lumière. Et à ce moment-là, on devient soi-même quelqu'un qui perçoit la lumière par le haut et la terre, les oligo-éléments par les pieds. Et ça, c'est le retour à l'essentiel. Tout le reste, c'est intellectuel. Je me méfie de tout ce qui est accumulation de paroles. Même si je suis en train de vous dire ça avec des paroles, c'est affreux à dire, mais il y a un moment, au-delà du blabla, il faut expérimenter les choses. D'ailleurs, je vous disais, je ne me sers pas des livres pour écrire mes livres, je vais voir et je vais parler. J'ai envie de vous dire, si vous voulez savoir ce qu'est Dieu, regardez les étoiles et allez toucher un arbre. C'est mieux qu'aller dans un temple et répéter une prière. Et c'est encore mieux qu'aller se confesser à quelqu'un auquel vous allez raconter toutes vos turpitudes et l'autre va dire vous allez me faire des prières. C'est des choses anciennes qui marchaient par rapport à des populations qui n'étaient pas informées de l'univers. Mais maintenant qu'on sait comment est l'univers, qu'on sait comment est la nature, il faut revenir à l'infiniment petit, l'infiniment grand. Regardez des fourmilières aussi. C'est une expérience de spiritualité très forte. Ça fait des arbres et regardez les étoiles. En vous entendant parler d'un arbre qu'il faut toucher, vous me faites penser à une scène du film Des dieux et des hommes, où on voit Lambert Wilson, frère Christian, dans le monastère, qui touche un arbre, un grand arbre très beau, alors que le paysage est désertique. Ça dure 10 minutes. Il est rare de voir une image de cinéma s'attarder aussi longtemps sur un arbre. Et on a vraiment l'impression de voir ce que vous venez de décrire.
Je comprends mieux cette scène. Je n'ai pas vu le film, mais je crois que c'est une sorte de bon sens planétaire. Je ne prétends même pas avoir inventé cette idée. Je crois que depuis la nuit des temps, il y a eu plein de gens qui ont essayé de dire ça. Il y a un moment, le blabla avec la bouche doit s'arrêter, et il faut passer à l'expérience vécue. Et l'expérience, c'est une expérience avec son corps. Et c'est marrant parce que je vais vous raconter un truc. Quand j'étais en classe de philo, j'avais des très mauvaises notes. Et une fois, un professeur me dit, vous savez pourquoi je mets des mauvaises notes, Weber? Parce qu'on fait tout le temps référence à l'Orient, alors qu'on a tout ce qu'il faut en Occident. Plutôt que de nous parler du bouddhisme ou du zen, vous feriez mieux de relire Spinoza, Aristote et Platon, et vous verrez, ils ont déjà tout compris. Et j'ai dit, vous savez, ce que je trouve d'intéressant dans les philosophies orientales, c'est qu'il y a une dimension d'expérimentation. Quand vous faites du yoga, vous sentez dans votre corps quelque chose. Si vous faites juste que lire un texte qui vous dit la liberté est dans la joie, ok, vous pouvez l'intégrer, mais ça reste une pensée. Quand vous sentez votre corps, vous avez mal partout, que vous essayez de rester immobile, et que vous essayez de sentir tout ce qui se passe dedans, ça c'est une vraie expérience du corps. Et c'est une expérience qui ne peut pas être transmise par les mots. La seule manière de la connaître, c'est de la pratiquer. Et c'est ce qui m'a plu dans la découverte du zen, du yoga, du taoïsme, c'est qu'il y avait une dimension d'expérimentation sur le corps. Il y avait aussi une autre notion qui me semble très intéressante. Je ne sais pas si je peux le développer beaucoup, mais c'est le souffle. Au moment où je vous parle, j'utilise le souffle pour parler. Et ce souffle, c'est mon rythme, c'est ce que je vous transmets en émotion, et c'est en même temps ce qui me permet de réfléchir. Et on oublie souvent, et on respire. Et bien respirer, c'est un art. Tout à l'heure, je vous parlais, tout va se jouer à l'école, et ça serait bien qu'à l'école, on apprenne aux gens à respirer. La plupart du temps, on respire avec le haut. Plus on est nerveux, plus on respire avec le haut. Un truc très simple. Tout à l'heure, je vous ai parlé de regarder les étoiles, toucher un arbre, observer une fourmilière. J'en rajoute un troisième élément, c'est respirer avec le ventre. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris des philosophies orientales. C'est très simple. C'est quand vous respirez avec le ventre, vous vous détendez. Et quand vous respirez avec le haut des poumons, vous vous énervez vous-même. D'ailleurs, regardez, quand on est énervé, on fait ça. Et quand on se calme, on fait... On respire avec le ventre. Et se rappeler que le son de notre corps, il est au niveau du nombril, il n'est pas là. Parce que vous pouvez avoir les plus grands intellectuels qui vont venir ici parler après moi. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui va rester aux gens une fois qu'ils seront partis, une fois qu'ils auront fermé Internet, une fois qu'ils sont sortis de cette conférence? Ils vont se dire, ah ouais, on a entendu un mec qui nous a parlé du futur et ça a l'air intéressant. Au mieux, ils vont se rappeler la couleur des vêtements, ils vont dire, tiens, il est habillé comme ça. Je sais, chaque fois que je passe à la télé, on parle que de la couleur des vêtements. Donc j'ai compris, ce qui est intéressant, c'est comment je m'habille. C'est pas exactement le fond, il y a très peu de gens qui arrivent à écouter ce qui passe à la télé. Mais là, quand je vous propose une expérience aussi simple que regarder les étoiles, qui n'est pas une expérience mystique, qui n'est pas reliée à une religion, qui est juste une expérience que vous pouvez faire, vous pouvez le faire dès que vous sortez, dès que vous allez fermer votre ordinateur, vous pouvez lever la tête et aller voir les étoiles. Et quand vous regardez les étoiles, vous avez tout d'un coup une sensation qui est l'infini et l'immensité de l'univers. Parce que de manière étonnante, le jour on ne voit pas, la nuit on voit. Dans la lumière on ne voit pas, et dans le noir on voit. Pourquoi on ne voit pas le jour? Parce que le soleil nous empêche de voir ce qu'il y a dans l'univers. Et pourquoi on voit la nuit? Parce que tout d'un coup, le fait d'être dans le noir nous permet de voir des lueurs d'autres soleils qui sont à des distances infinies. Et ça, c'est une perspective qui vous relativise, qui vous remet dans les vraies valeurs. Nous sommes que des petits trucs qui grouillons sur une planète et qui allons bientôt crever, et c'est pas grave. Par contre, ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'on va faire avec notre conscience. Voilà. Des internautes, des questions d'internautes? Il y a aussi qu'on arrive au bout de Alors, la rencontre. comme on arrive, il reste quelques Je suis un peu minutes seulement. débordé, hein, je me suis laissé avoir par le regard de tous ces gens qui m'encouragent à dire des bêtises. Non, mais c'était une excellente séance de coaching. Merci beaucoup. Non, mais c'était passionnant. Je crois que ça va au-delà du coaching. Mon coaching est devenu un tiroir où on met beaucoup de choses. Apprendre aux gens à respirer, ça m'a l'air juste vivre. Et vivre, c'est pas du coaching. Non, Vivre, c'était une plaisanterie. Comment? Et à rire aussi avec la thérapie. Ouais, à rire. Non, toutes ces choses-là, ce qui est étonnant, c'est que quand je l'ai dit, j'essaie de m'en convaincre moi-même. Parce que le plus drôle, c'est que je ne suis pas sûr d'avoir entièrement bien compris ce que je vous dis. Et je sens que c'est important,
mais je crois que je vais mettre encore 10 ans avant d'arriver à bien respirer, avant d'arriver à vraiment tout C'est relativiser. tout le paradoxe de ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça ne s'apprend pas, ça s'expérimente. Donc c'est très dur à J'ai encore beaucoup de mal à l'expérimenter, mais aussi au moment où je le dis aux autres, je m'en convainc moi-même. C'est pour ça que je disais, je ne suis pas dans la foi, je suis dans un cheminement, et ce cheminement, il ne fait à mon avis que commencer. Et j'essaie d'amener par contre mes lecteurs, les internautes, à se poser les mêmes questions et à peut-être trouver ce cheminement. Parce que je ne sais pas si c'est la vérité, mais ce que je vois, c'est qu'on vous sert beaucoup de mensonges. Quand j'allume la télévision, je vois qu'on vous présente les choses d'une manière à vous forcer à penser d'une certaine manière. Et un des trucs typiques, c'est par exemple des actualités. Quand on vous montre des massacres, on vous met une musique derrière dramatique. C'est-à-dire on appuie, les gens sont tellement habitués à voir au cinéma l'émotion appuyée par un effet musical qu'ils ont ça aux actualités aussi. Et là, ça veut dire qu'on vous conditionne. Et chaque fois que vous regardez des actualités, on vous force à penser d'une certaine manière par rapport à certains événements. Et je crois qu'il faut se libérer du conditionnement des autres. Il y a une très jolie phrase qui dit « Va au bout de ton jardin, tu trouveras l'univers ». Donc, alors je vais revenir sur Terre, excusez-moi, mais je vais revenir dans votre actualité. J'ai vu que vous allez prochainement présider le premier prix de l'imaginaire pour les livres numériques. Alors les internautes sont d'ailleurs invités à candidater pour devenir eux-mêmes membres du jury. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce prix en quelques mots et surtout sur cet imaginaire pour les livres numériques dont on se dit qu'il doit inciter à explorer le plus possible, exploiter toutes les potentialités du multimédia et de l'interactivité? Wow. Oui, je vais vous dire, en France on a la dictature de la littérature chiante, c'est-à-dire qu'il y a un petit groupe de gens qui ont décidé que si c'est pas chiant, c'est que c'est pas de la vraie littérature. Donc quand Express et Sony m'ont proposé d'ouvrir une petite faille dans ce système complètement verrouillé qu'est la littérature française, je leur ai dit, pas de problème, du moment qu'on arrive à ressortir de nouveaux auteurs, enfin du sang frais, qu'on arrive à sortir des auteurs avec des histoires, et non pas des auteurs avec juste qui regardent leur nombril pour parler avec qui ils ont couché et comme ils sont malheureux d'être vivants, je leur ai dit, on va essayer d'ouvrir une petite fenêtre. Et avec ce prix, moi j'y crois. Je crois qu'en plus on va pouvoir faire une chose extraordinaire, c'est un prix honnête. C'est pourquoi il est honnête, parce que ça va être des internautes qui vont sélectionner les bouquins, donc ça ne sera pas des arrangements d'éditeurs, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas tout le bidouillage qu'il y a dans les prix machin. Et voilà, j'essaie d'ouvrir un contre-feu. Je sais qu'on ne va pas y arriver, parce qu'en face ils ont tout le système, mais c'est comme l'arbre des possibles. On pose une première ouverture, d'autres suivront, et je crois qu'au final, un jour, il y aura de la littérature imaginaire qui sera réellement présentée en France, qui sera réellement valorisée, et qui ne sera pas juste d'un petit ghetto comme une sorte de bizarrerie pour les jeunes. Mais est-ce que ça veut dire que cet imaginaire va explorer d'autres formes de livres, y compris de supports, de manière de... J'avais parlé aux gens de Sony de l'Express, je leur ai dit, il faut utiliser maintenant les tablettes numériques dans leur capacité interactive, notamment les liens hypertextes. Sur mon site internet, je mets mes repérages de livres, je mets mes scènes coupées. J'utilise les mêmes systèmes que les bonus des DVD. Quand vous achetez un DVD, vous avez le commentaire du réalisateur, vous avez les scènes coupées, vous avez des bêtisiers, vous avez des informations annexes, et on n'a pas pour les romans. Alors, je mets la BO, qu'est-ce que j'ai écouté comme musique, des repérages, et des informations qui rendent le livre plus vivant et plus interactif. Il y a autour du livre une sorte de sacralisation. Il faut que ce soit un objet vieillot, ancien, authentique. Et moi je crois qu'il faut que le livre s'adapte à notre époque. Il faut qu'il soit rapide, qu'il raconte une histoire, qu'il informe les gens, qu'il touche les jeunes et qu'il ait une possibilité d'évoluer dans sa forme et dans son fond. Mais c'est un combat perdu. Je le sais parce que je me suis déjà heurté au système, j'ai bien vu que tout était verrouillé. Par contre, il faut essayer. Là, oui, je me sens pionnier, je me sens crapaud fou, et je sens bien qu'en face, il y a des canons, mais il faut bien quelqu'un y aille. Tout le monde a la pétoche, ils se disent « Ah là là, si on dénonce le système, on va être grillé dans le système. » Mais si personne ne le dénonce, si personne ne fait bouger les choses, on y est pour 50 ans à avoir tout le temps des vieux académiciens qui nous racontent qu'ils ont pris des filles en stop et ils ont couché avec, on n'a rien à foutre. Je cite
personne, mais bon, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à bouger. Maintenant, je regrette qu'il n'y ait pas plus de mouvements plus vite. Et je regrette aussi que les auteurs de science-fiction, pour la plupart, ont la pétoche de bouger. Donc, je profite du fait d'avoir des lecteurs et d'avoir une audience pour dire nous pouvons proposer aux lecteurs autre chose que ces romans autobiographiques. On peut proposer des romans histoire, des romans suspense et des romans avec des idées et des connaissances. Oui, je signale d'ailleurs que nous, ça fait quelques années que nous montrons, enfin, nous présentons des travaux littéraires qui utilisent donc les possibilités du numérique. Et Pierre, qui est à côté de nous, lui-même a écrit, quand je l'ai rencontré il y a une quinzaine d'années, des poèmes hypertextes sur la ville, où les carrefours étaient les liens hypertextes. Donc, le numérique, l'hypertexte, le livre numérique, effectivement, permet d'avoir un roman policier dans lequel on peut être du côté du criminel ou du policier ou de la victime, etc. On peut se promener, on peut se balader. Et le lien hypertexte, je vais vous en parler tout à l'heure, c'est quelque chose qui est la structure même du web. On a invité ici au Cube Ted Nelson, le créateur de l'hypertexte, qui est un ami personnel. Il fêtait ses 70 ans au Cube. Il avait d'ailleurs une vision de l'Internet qui était beaucoup plus littéraire, beaucoup plus scientifique aussi d'ailleurs, et beaucoup moins commercial et beaucoup moins que ce qui s'est fait. Et finalement, l'idée de l'hypertexte original était beaucoup plus riche que ce qu'on en a fait au bout du compte. Est-ce que l'hypertexte, ça serait quelque chose sur lequel vous pouvez vous-même travailler ou Je travaille là-dessus. Il faudrait voir, à un moment, j'aimerais montrer mes manuscrits. Je travaille en mode plan et je zoome à l'intérieur de mes textes en permanence. C'est-à-dire, je fonctionne. Pour moi, un roman, c'est pas des phrases qu'on empile comme on met des perles dans un collier, puis au final, on a un collier avec plein de perles. C'est une vision globale de construction comme un être vivant. Il y a un squelette sur lequel je mets des organes, après je mets des muscles, et au final, ce que vous voyez, ça va être la peau. Quand je vous regarde, je ne vois pas votre squelette, je vois votre peau. Ouais. Eh bien, moi, j'aimerais montrer les squelettes de mes romans. J'aimerais montrer comment je les construis, comment je trouve des formes géométriques. Il y a des formes géométriques derrière mes romans. J'aimerais par exemple, que dans le texte, si quelqu'un a envie de voir les coulisses, il puisse cliquer sur le texte. Vous savez, un peu comme sur Matrix, là, vous cliquez, vous voyez l'effet spécial. Là, j'aimerais montrer, si l'intrigue elle arrive là et il y a ce coup de théâtre à cet endroit, c'est parce que le squelette est comme ça et que vous êtes à cet endroit du squelette. Mais le lien hypertexte, évidemment, c'est génial. En plus, ça permet tout simplement aux lecteurs qui ont envie tout d'un coup de basculer vers autre chose, par exemple, d'approfondir un passage, il pourrait être envoyé même sur un lien Wikipédia. Mais j'utilisais à partir des fourmis une sorte de mécanisme qui est issu du lien hypertexte, c'est-à-dire je fais plusieurs récits parallèles. Par exemple, je raconte une histoire sur les fourmis, et j'utilise l'encyclopédie comme un moyen d'approfondir un aspect qui a été développé. Et pareil, j'utilise dans Le Rire du Cyclope les blagues et l'histoire de l'humour comme une manière d'offrir une autre vision du texte au lecteur. Et si ça l'ennuie de lire l'histoire, il saute. Si ça l'ennuie de lire les blagues, il saute. S'il veut lire que les blagues, il peut le faire aussi. C'est-à-dire, le lecteur, juste sur l'objet papier, peut choisir différents modes de lecture qui soient complètement différents et complémentaires. D'accord. Voilà, je crois qu'on est vraiment obligé de conclure, à moins qu'il y ait encore une dernière question de la salle. Merci infiniment Bernard Werber, c'était passionnant. On est passé vraiment par beaucoup d'horizons différents, de la spiritualité, en passant par technologie très high-tech ou hypertexte. C'était un beau voyage. Je crois que notre génération, les gens qui sont là, nous allons vivre des choses extraordinaires et des enjeux colossaux. Et il ne faut pas croire que ça se passe au-dessus de nous. Je crois que n'importe quelle personne peut changer le monde, n'importe quelle personne peut lancer une idée qui pourra être reprise par une autre personne, qui pourra bouger tout l'univers. Et ça, c'est grâce à Internet, ça, c'est grâce à tout ce qui a été fait par nos ancêtres. Nous bénéficions enfin du temps, de l'énergie et des outils pour pouvoir changer le monde. Et ça serait vraiment dommage qu'on ne le fasse pas. Moi, j'ai envie de le faire et je pense que les gens qui sont là aussi. Et juste le dernier mot de la fin, si je puis dire, un jeune auteur vient vous voir aujourd'hui, vous demande le conseil, vous lui dites quoi? Est-ce que c'est encore le livre ou est-ce que... Le conseil, c'est soit original. Le drame de la littérature, c'est que beaucoup de jeunes auteurs ayant peur de ne pas être publiés se disent, pour être publié, il faut que je copie un auteur qui a déjà eu beaucoup de succès. Or, c'est exactement le raisonnement contraire qu'il faut avoir.
pour pouvoir réussir dans l'art, il faut se démarquer. Il faut être marginal, il faut proposer quelque chose que les autres n'ont pas fait. Il faut être pionnier. C'est vrai qu'en copiant les autres, on peut à un moment rentrer dans la citadelle. Mais au bout d'un moment, on va tourner en rond. Et je vois tous les auteurs qui sont mis à copier les choses qui existaient déjà pour rentrer dans la citadelle, ils se mettent maintenant juste à devenir des nantis de la littérature, comme seul objectif littéraire et l'Académie française, et ils deviennent des vieux. Alors que le vrai endroit où c'est passionnant, c'est la créativité, l'originalité, et surtout ne pas écrire pour plaire aux autres, mais écrire pour fabriquer un monde qui fasse rayonner des idées. Je n'ai pas d'autres termes. Donc, être original, première chose. Ensuite, croire en son rêve, c'est-à-dire être opiniâtre. Beaucoup de gens font une moitié de manuscrit, et là, ils donnent à lire à leur entourage, et puis, s'il y a quelques critiques, ils baissent les bras, et s'il y a trop d'enthousiasme, ils baissent les bras aussi. Donc, il faut aller, quel que soit le projet, il faut aller au bout. Et quel que soit le prix pour aller au bout, il faut payer ce prix. Pendant très longtemps, on vous a dit, les fourmis, ça n'intéressera jamais personne. C'est scientifique. Ouais. Ça ne peut pas intéresser les gens. Déjà, tous mes collègues du Nouvel Obs disaient, attends, qui c'est que tu s'intéresse aux fourmis, à part les gens qui veulent s'en débarrasser dans leur placard. Mais ensuite, quand j'ai présenté aux éditeurs, pendant 6 ans, j'ai reçu la petite feuille, désolé, votre manuscrit ne nous intéresse pas, il rentre dans aucune de nos collections, y compris de mon éditeur actuel qui m'a envoyé 3 lettres de refus que j'ai gardées, que je lui envoie chaque fois, je lui dis, vous avez quand même pas réagi tout de suite. Mais c'est le propre aussi de la nouveauté, c'est que personne n'a envie d'aller vers la nouveauté parce que c'est dangereux, c'est pas rassurant. J'ai pu voir aussi dans le monde du cinéma, quand j'ai fait le film, on m'a dit, quelles sont les stars? J'ai dit, les stars c'est nous, c'est l'humanité. Et ils m'ont dit, ah désolé, nous on a une liste de stars qui nous permet de savoir combien de stars on va distribuer. Donc si vous ne donnez pas de nom de stars, on ne peut même pas voir le film. Et c'est comme ça partout. C'est-à-dire il faut déjà faire pareil que les autres et rassurer tout le monde avant d'être accepté. Mais tant pis, il faut se casser la tête sur les murs et il faut faire dans l'originalité, à tout prix. Et c'est pour ça que j'ai créé l'Arbre des possibles, pour inviter les gens à faire déjà des tout petits textes qui soient déjà comme des petits romans, mais dans lesquels ils vont montrer leurs idées les plus originales, et ils ne seront pas jugés, ils seront juste vus par tout le monde, et ils laisseront leurs traces. Merci pour cette très belle conclusion. Pierre Delacote, merci beaucoup. Éloi Chopin, merci beaucoup à toutes et à tous. Merci aux internautes. Et Bernard Werber, merci encore infiniment.